À une époque ancestrale, il existait une épée quelque part sur l'île de Bretagne, plantée dans un rocher, et que seul le plus vaillant combattant, l'unique à en être digne, pouvait retirer. Cette épée portait le nom d'Excalibur. Salut, on va parler de Fate Zero. Bon, allons vite dans l'intro parce que j'ai pas que ça à faire. Aujourd'hui, on parle des inspirations des personnages de cet animé dans la vraie vie, comme j'avais fait avec Vinland Saga. Alors commençons directement par le personnage le plus emblématique de cet animé, j'ai nommé Saber. Bon, je pense pas que ce soit un secret pour qui que ce soit, mais le personnage de Saber est évidemment inspiré du roi Arthur Pendragon. Mais dis donc, mais c'est qui le roi Arthur en fait? Eh bien, laisse-moi te le dire, moi sur un autre plan de caméra. On connaît tous le roi Arthur, c'est l'une des figures légendaires les plus emblématiques du monde. On l'a vu en film, en série, en jeu vidéo, et donc ici en animé. Mais même si vous savez qui c'est, savez-vous d'où il vient? Le mythe du roi Arthur naît au début du XIIe siècle, dans la Historia Regum Britanniae de Geoffroy de Monmouth, où on le retrouve entre les différents souverains légendaires de l'île de Bretagne. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, le personnage n'est pas réellement ancré en plein cœur du Moyen-Âge, puisque son histoire prend place juste après la chute de l'Empire romain, entre la fin du 5e et le début du 6e siècle. Même si tout ce qui entoure la légende est imprégné de la culture du 12e siècle. Puis c'est à la fin du 12e siècle, notamment sous l'impulsion d'auteurs comme Chrétien de Troyes, que le mythe connaît un nouvel élan. On ne parle alors plus d'Arthur comme d'un simple roi légendaire d'Angleterre, mais comme le personnage central du cycle arthurien. Et tous les auteurs qui vont travailler sur la légende arthurienne après Geoffroy de Monmouth, loin de se contenter de raconter les bribes d'histoire qu'il avait laissées, vont à l'inverse créer plein de personnages secondaires et un lore pour former une sorte d'univers étendu arthurien. Pour faire une comparaison méta, c'est un peu genre l'univers étendu Fate, mais version Moyen-Âge. Mais bref, et Arthur dans tout ça. Je vais pas vous faire toute l'histoire de qui il est, car tout le monde connaît à peu près la quête du Saint Graal, la table ronde et Excalibur. Donc intéressons-nous directement aux différences et aux points communs entre l'original et celui de Fate. Déjà, le truc le plus évident et qui frappe tout le monde immédiatement, c'est le changement de genre. Bah oui, le roi Arthur c'est pas la reine Artoria, c'est pas une meuf et encore moins une waifu. Et en vrai, ce changement qui peut paraître anodin à première vue emmène en réalité plein d'autres modifications. Tiens, par exemple, Mordred qui dans l'histoire originale est le fils illégitime de Arthur. Et qui se retrouve aussi à devenir une meuf d'ailleurs. Si j'ai bien compris les explications que j'ai lues sur internet, c'est la fille biologique de Artoria et de Morgane le Fay, qui est la demi-sœur de Artoria, et donc Mordred serait née après que la seconde ait volé grâce à un enchantement du sperme à la première et se l'est inséminé, sauf que c'est pas possible vu que Artoria est une meuf et du coup elle a pas de sperme, sauf qu'à ce moment-là Merlin avait transformé temporairement Artoria en mec et du coup ça marche, et pour une raison que j'ignore, Mordred est un clone d'Artoria. Donc pour résumer, c'est un beau bordel. Mais à part ça, la représentation d'Arthur est plutôt fidèle au mythe original, que ce soit par l'idéal du bon roi ou l'esprit chevaleresque qui forme la majorité de sa personnalité. Et comment parler d'Artoria sans enchaîner directement sur le berserker de Fate Zero, Lancelot. Pour lui, c'est à peu près pareil que pour Saber, pas dans le sens où c'est devenu une fille, mais dans celui où des parcelles de l'histoire originale ont été consciemment changées. D'ailleurs, probablement pour concorder au changement de sexe de Saber. Ainsi, dans la légende d'origine comme dans le lore de Fate Zero, Lancelot entretient une relation adultère avec Guenièvre, la femme du roi. Mais de base, après que Arthur ait découvert ça, il bannit Lancelot et fait condamner Guenièvre. Alors qu'ici, Artoria ne les punit pas, et c'est justement ça qui rendra fou Lancelot et le fera devenir berserker, parce qu'il s'en veut énormément de n'avoir subi aucune conséquence pour ne pas avoir respecté son code d'honneur chevaleresque et avoir trahi son ami. Bref, comme pour Saber, la personnalité et la globalité du lore derrière lui est plutôt fidèle au mythe original. Mais maintenant, penchons-nous sur un personnage qui est, à l'inverse des deux qu'on vient de voir, totalement catastrophique en termes d'adaptation. Vous savez, moi j'adore quand il y a de l'histoire en plein dans la fiction. Par exemple, un de mes mangas préférés, c'est les Carnets de l'apothicaire. Déjà parce que Mao Mao est génial, mais aussi parce que j'adore en apprendre plus sur la cité interdite et son fonctionnement durant la Chine impériale. Mais par contre, ce que je n'aime pas, c'est quand je connais à peu près la véritable histoire et que les choses ne se passent pas comme elles devraient se passer. Alors quand on me dit que lui, c'est Alexandre le Grand, non, lui c'est Francis le Musclé si tu veux, mais c'est pas Alexandre le Grand. Ok, point commun différence. En point commun, le truc le plus évident, c'est leur nom. Iskandar, c'est juste la version perse du nom Alexandre. Pareil, le nom de leurs chevaux c'est le même, c'est tous les deux bucéphales. Et sinon oui, bah c'est tous les deux des conquérants, mais après je veux dire, s'il restait même pas ça, qu'est-ce qu'ils auraient en commun? Bon, maintenant pour les différents. Déjà, l'animé nous voit un personnage de 2m10 de haut et qui est une sorte de colosse avec plus de muscles que le Japon n'a de dette. Sauf que le véritable Alexandre était aux antipodes de cela en fait. Si on se réfère à la représentation des sculptures et des textes antiques, c'était un jeune homme fin, grand et beau, avec une peau très blanche. Et même s'il s'agit de portraits très sûrement glorifiés sur les standards de beauté de l'époque, on peut quand même en retirer une certaine vision d'Alexandre qui est bien différente de celui qu'il est dans l'animé. Ensuite, concernant son caractère, dans l'animé, on a le droit à une brute de décoffrage. Un grand benet qui ne réfléchit pas vraiment, mais qui est un honnête bonhomme. Et encore une fois, rien à voir avec la vérité. Alexandre, comme n'importe quel grand conquérant, avait un ego surdimensionné qui pouvait le pousser à commettre des horreurs si jamais il venait à être titillé, mais lui conférait également beaucoup de charisme. En plus de ça, il possédait un côté rationnel, avec une grande intelligence philosophique et politique. Par exemple, il avait su s'attirer la sympathie des populations qu'il avait conquises en s'inscrivant dans la continuité des précédents monarques de la région. Ainsi, il se présentait pharaon en Égypte et grand roi en Perse. Bref,
Bref, aucun rapport entre le personnage et la personne. En fait, maintenant que j'y pense, le vrai Alexandre ressemble plus à un autre personnage de Fate Zero qu'à Ryder. Et je parle évidemment de Gilgamesh. Gilgamesh, avant de devenir le personnage avec le plus de flow de toute l'histoire des animés, c'est surtout le protagoniste du tout premier récit de l'histoire, l'épopée de Gilgamesh. Bon, je vais pas vous faire en détail l'histoire de Gilgamesh parce que je me réserve ça si jamais je veux faire une vidéo sur Grand Order. Mais il faut tout de même que l'on parle de la personnalité d'Archer par rapport à celui des légendes. Dans l'histoire originale, Gilgamesh est un roi tyrannique qui dirige d'une main de fer la cité d'Uruk en Mésopotamie. C'est donc pour faire cesser son despotisme que les dieux envoient un dénommé Enkidu. Leur but, mettre le roi d'Uruk face à un individu à même de le contenir dans ses excès. Le plan marche plus ou moins et très vite les deux deviennent amis et Gilgamesh se calme, faisant de lui un meilleur roi. Je vous passe certaines péripéties mais on peut donc grosso modo voir deux étapes dans la vie de Gilgamesh, la tyrannie d'avant sa rencontre avec Enkidu et la sagesse d'après. Logiquement donc, le Gilgamesh de Fate Zero devrait être le premier, celui qui est arrogant et autoritaire. Mais étonnamment, il fait dans la série une mention indirecte de Enkidu durant son combat contre Iskandar, ce qui veut dire qu'il est le deuxième, celui qui est sage et bon avec ses sujets. Et au fond, j'ai envie de vous dire que c'est pas un problème, après tout l'anime n'a pas à être 100% fidèle au mythe d'origine. Mais étant donné qu'après avoir vu son passé dans Grand Order Babylonia, on a appris de quelle manière sa rencontre avec Enkidu l'avait changé et quelle était sa nouvelle personnalité, qui n'est donc pas celle de celui de Fate Zero, c'est historiquement pas trop mal, mais scénaristiquement un peu incohérent, parce qu'on se retrouve avec deux fois le même personnage, mais qui n'a pas du tout la même personnalité. Après, disons que ça s'excuse par le fait que les deux univers ne sont pas directement reliés entre eux. Bon, enchaînons avec l'assassin de Fate Zero, Hassan Isaba. Le problème ici c'est que, j'aimerais bien vous en parler, mais vu le peu d'importance que l'anime lui donne, je peux pas vraiment faire la comparaison avec son inspiration réelle, donc je vais pas m'attarder sur lui très longtemps. Sachez juste que c'était un chef religieux chiite ismaélien qui a vraiment existé, ainsi que le chef de l'ordre des assassins, d'où son rôle en tant que servant. Alors passons directement au servant de type Lancer, Diarmuid Yua... Ouais bon c'est ça son nom. Et ici, contrairement au précédent où j'avais à peu près tout le temps des choses à redire, l'animé est pour le coup très fidèle au mythe irlandais d'origine. Dans l'histoire originale, Diarmuid est un puissant combattant qui sert au sein d'une troupe de guerriers nommée les Fianna. Il se bat avec deux lances, une rouge Gaedearg et une jaune Gaebuid, et il possède également sous son œil un grain de beauté qui fait tomber sous son charme toute femme qui le regarde. Un jour, il va s'éprendre de Gréné, la fiancée du roi Finn McCumail, et s'enfuir avec elle. Mais le roi, ayant la haine qu'on lui ait piqué sa future femme, lance à leur poursuite les Fianna. Heureusement, grâce à l'aide du dieu solaire Onhegus, qui leur offre un manteau d'invisibilité, les deux amants arrivent à leur échapper. Au final, c'est après 16 ans de cavale que Diarmuid finit par mourir, après s'être fait attaquer par un sanglier ensorcelé devant les yeux du roi qui a toujours autant la haine. Et cette fois-ci, de ses armes à son origin story en passant par ses pouvoirs, le Diarmuid de l'animé est le même que dans les mythes. Et je trouve ça quand même marrant que le plus fidèle à son inspiration d'origine, c'est le seul dont personne n'a jamais entendu parler avant. Bon, finissons cette vidéo avec le caster de Fate Zero, Gilles de Rais. Et des trois servants inspirés de personnes réelles qu'on a vu, il est celui qui est le plus fidèle à son inspiration d'origine, malgré comme toujours quelques différences. Déjà, le type de relation qu'il entretenait avec Jeanne d'Arc n'est pas confirmé. On est à peu près sûr qu'ils se sont connus et ont combattu ensemble pendant la guerre de 100 ans, mais rien ne prouve qu'ils aient eu un quelconque rapprochement comme le laisse penser l'animé. Surtout vu les préférences de Gilles de Rais qu'on va voir maintenant. Car oui, là où la vraie vie rejoint le plus l'animé, et même est pire que lui, c'est dans les troubles mentaux du monsieur, puisqu'il est accusé du kidnapping, du viol et du meurtre d'au moins 40 enfants. Ouais. Bon, l'ambiance est devenue un peu lourde, donc je vous propose un petit sketch de marionnette pour égayer tout ça. Et maintenant, retrouvez Arnaud et Agamemnon. Salut les enfants, c'est moi, Arnaud le dino. Et moi, Agamemnon, le cochon. Aujourd'hui, on se retrouve pour molester du cochon. Ouais. Attends, quoi? Ah, arrête. Aïe. Mais pourquoi tu fais ça? Rends-moi ma thune, enfoiré de cochon. Mais je t'ai jamais emprunté d'argent. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À plus tard les amis.